La lumière pour les artistes, c'est vraiment très tôt que ça va être déterminant, puisque voici ici donc de l'art pariétal, et donc de l'art qui se situe dans les cavernes, et que déjà au temps des cavernes, la lumière va avoir un élément déterminant, puisque donc les artistes de cette époque-là vont travailler avec de la lumière, puisqu'évidemment, quand on va dans une grotte, il fait noir, par principe. Et donc, il faut déjà imaginer le courage de ces personnes qui allaient rentrer dans des endroits et parfois aller dans des profondeurs assez ahurissantes, avec une petite lampe qui était quand même très ancienne, très archaïque. Et donc, d'imaginer que je suis allé justement à la grotte de Pêche-Merle, et j'ai eu cette chance de le visiter avec donc les conservateurs, et qui me racontaient que il suffisait d'une goutte d'eau qui tombe sur la lampe, et que d'un seul coup vous vous retrouviez dans le noir complet, dans une totale désorientation. Et pour nous montrer justement ce que ça faisait, il était à côté donc d'un interrupteur, et donc il a éteint la grotte à ce moment-là, et vraiment ça fait flipper, hein. Parce qu'on ne sait plus du tout où on est, on ne sait plus du tout où on doit aller, parce qu'on ne sait pas où est la sortie. Il faut imaginer encore une fois le courage de s'investir et d'aller dans ces endroits-là pour aller donc peindre. Et donc ils avaient des lampes, et ou des flambeaux, et donc qui leur permettaient finalement de dévoiler des choses qui pour eux préexistaient déjà. Quand ils vont peindre donc sur les parois, ils vont pas peindre n'importe où sur les parois. Et si vous regardez ici sur le côté, on voit donc le mammouth, vous avez vu, qui est ici, qui existe déjà finalement. Parce que la lumière va révéler les volumes, donc sur les parois, va révéler finalement toutes les reliefs qu'il peut y avoir. Et c'est dans ces reliefs qu'ils vont voir quelque chose qui préexiste finalement pour eux, et qu'ils vont donc simplement compléter ou révéler. C'est le cas aussi pour les bisons d'Altamira, tout en sachant que donc les découvertes donc de l'art pariétal ont vraiment beaucoup impressionné Pierre Soulages, qui était un grand amateur de l'art pariétal et qui a visité beaucoup de grottes et qui a beaucoup aimé cette idée donc de Altamira. Avec, on le voit aussi, vous avez vu que les taureaux sont à chaque fois épousent des volumes du relief, et que donc si celui-ci il est avec cette forme-là recroquevillée, c'est parce que la forme donc de la roche l'imposait finalement. Et donc on voit que déjà dès le départ la lumière est absolument déterminante, puisque c'est elle qui va révéler là où ils doivent donc créer quelque chose. Ce qui fait dire encore aujourd'hui aux paléontologues que sans doute ces types de peintures étaient des peintures qui avaient une dimension soit chamanique, soit en tout cas pour l'idée des esprits, et que donc ils révélaient donc des choses qui préexistaient déjà, et que c'est pour ça aussi que parfois, sans doute, on n'avait pas certains types d'animaux non plus, parce que c'est des formes qui sont plus compliquées sans doute à trouver dans des reliefs de roches, et que souvent, en fait, c'était très régulièrement les mêmes animaux qui étaient représentés. Et ne pas oublier non plus que on pourrait se dire que pourquoi est-ce qu'ils ne faisaient que dans les cavernes? Il faut pas oublier que c'est sans doute parce qu'on n'a trouvé que dans les cavernes, et que quand ils le faisaient à l'extérieur, ça a disparu, puisque donc ça a été éliminé, ça a été donc érodé, et que donc certainement les artistes du paléolithique ne faisaient pas que dans les cavernes. Il se trouve qu'en fait on n'a trouvé que dans les cavernes parce que c'était protégé. Mais que souvent on a cette idée des hommes des cavernes justement, et de se dire qu'ils n'intervenaient que dans ce secteur-là, alors que sans doute ils faisaient également ailleurs, mais qu'on n'en a pas les traces, puisque donc ce n'est pas conservé. Et je vais vous en parler aussi, donc on va parler donc de ces différents artistes qui vont travailler donc la lumière, sachant que pendant très longtemps, la lumière pour les peintres, c'est la lumière de l'atelier. Il faut imaginer que les artistes travaillent jusqu'à l'impressionnisme, finalement jusqu'au XIXe siècle, ils travaillent dans des ateliers. Ils ne travaillent pas à l'extérieur, ils ne travaillent pas sur le motif. Parce qu'il faut fabriquer ces peintures, parce que c'est compliqué, parce qu'aussi il n'y a pas encore de tube, le tube sera inventé en 1840 et quelques, que donc il faut pouvoir sortir donc tout son matériel qui est assez imposant, et que donc les artistes travaillaient toujours à l'intérieur, et donc ils devaient réimaginer finalement une forme de lumière. Et donc vous avez quand même certains artistes qui vont travailler à dévoiler des lumières différentes. C'est notamment le cas donc du clair-obscur, donc qui a été surtout connu par Caravage, Caravage qui va révéler presque cette lumière. Oui, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi. Interférence. Donc il va révéler cette lumière dont on voit, encore une fois, l'idée c'est d'une lumière assez crue qui vient d'un axe particulier, et qui va donc éclairer une scène qui sinon est baignée dans la pénombre. Et donc ça crée donc des contrastes assez forts,
qui sont basés sur ce contraste entre des teintes qui sont donc soit très claires, soit très foncées. Je vous ai mis donc 3 artistes qui sont finalement presque les plus représentatifs de ce clair-obscur et qui ont excellé dans ce domaine-là. Et notamment, vous avez donc cet artiste qui s'appelle Georges Delatour, qui a fait un travail assez exceptionnel là aussi. Avec, on le voit ici, vous avez vu donc la lumière qui va traverser la main ici, donc il y a la main devant la bougie, donc la flamme de la bougie pour ne pas qu'elle s'éteigne, et on voit, vous avez vu par transparence, donc à travers la peau, ce qui est un travail assez exceptionnel de rendu, et on voit aussi, vous avez vu donc le travail donc de relief et de la lumière. Un peu plus tard, vous avez donc ceux qui vont travailler la lumière, mais cette fois-ci sur le motif, et qui va donner aussi donc l'impressionnisme, dont le précurseur est William Turner, qui a fait des tableaux qui s'approchent presque vraiment fortement, oui, qui va donc s'approcher assez fortement de l'abstrait. Quand vous regardez donc cette œuvre de William Turner ici, on n'est plus très loin de l'abstrait. Mais lui, il ne fait pas de l'abstrait. Lui, il va faire en fait une lumière du soir, il va faire un endroit particulier. Il n'a pas de volonté de faire de l'abstrait, mais on sent que vraiment on s'en approche assez fortement. Et après, vous avez donc ce tableau qui va donner le nom à l'impressionnisme, justement, avec cette impression soleil levant, et dont on voit bien qu'il ne s'agit plus cette fois-ci de créer une forme de réalité, qui était finalement le clair-obscur donnait des réalités assez crues. Et ici, on n'est plus du tout dans des réalités crues, on est plutôt dans de l'impression, justement, dans quelque chose qui est plutôt dans cette idée de flou. Et ça va donner ce type de tableau. Un peu plus tardivement, vous avez ce type de tableau où cette fois-ci on est dans l'expressionnisme, où la lumière cette fois-ci va exprimer quelque chose de plus violent, avec donc d'un côté, de toute façon là j'ai pas besoin vraiment de vous les présenter, j'imagine, ces types de tableaux qui sont vraiment très connus et donc qui ont marqué fortement donc l'art et l'histoire de l'art en particulier. Et donc on le voit avec cette manière donc de faire des volumes, de faire des courbes, de faire des touches, qui fait que la palette de couleurs va jouer aussi sur le contraste entre les couleurs chaudes et les couleurs froides, et donner donc des effets de lumière, là aussi, qui sont des effets de lumière où la lumière semble bouger. C'est-à-dire qu'avant, on était dans plutôt quelque chose d'une sorte de brume, comme ça, de quelque chose un peu vaporeux. Ici, on a l'impression d'un mouvement à l'intérieur. Et donc, ça donne une lumière différente. Et donc, c'est une autre manière de l'exprimer. Donc, justement, on a vu l'impressionnisme, cette fois-ci l'expressionnisme. Et on comprend que c'est une autre manière d'envisager la lumière. Évidemment, parler de lumière, ça revient aussi à parler donc, de Monet et des nymphéas. Avec, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience d'aller au musée de l'Orangerie à Paris. Je ne peux que vous le conseiller. La prochaine fois que vous allez à Paris, ne ratez pas le musée de l'Orangerie, parce que déjà ils ont une collection absolument exceptionnelle. Et surtout, en fait, ils ont donc à l'intérieur du musée de l'Orangerie, c'est dans le jardin des Tuileries, c'est donc à côté du Louvre. Ils ont des salles qui sont donc immenses et qui sont donc des salles qui sont dévolues à présentation donc des nymphéas de Monet. Et donc vous avez donc vraiment une salle immense, énorme, et vous êtes entouré par des nymphéas, et vous avez notamment une série où il y a les nymphéas sur les 4 saisons, et qui vous entourent comme ça. Et donc vous faites cette expérience comme ça, d'une sorte de temps qui se dévoile comme ça au fur et à mesure que vous tournez le regard, et c'est absolument magnifique, et surtout on voit comment est-ce qu'il a travaillé la lumière, et que la lumière, il va percevoir finalement les lumières qui sont inhérentes à chaque saison, et qu'il va dévoiler. Donc on le voit ici avec ces couleurs qui sont assez puissantes. Là on voit très bien qu'on est plutôt dans des couleurs chatoyantes, plutôt estivales, et donc avec ces dorés, on voit que finalement la palette de couleurs va donner une palette de lumière, parce qu'on sent qu'ici c'est une lumière qui va être aussi présentée, qui va au-delà simplement d'une présence picturale. On continue un petit peu dans le temps, avec cette fois-ci Joan Mitchell, qui est une artiste absolument exceptionnelle également, donc, qui a donc travaillé elle aussi sur les traces donc, de Monet, parce qu'elle aussi va aller habiter à Giverny, c'est-à-dire qu'elle est tellement fascinée par ça qu'elle va aller habiter à Giverny. Sauf qu'elle ne fera pas sur le motif, c'est-à-dire qu'elle va se balader dans les paysages, puis elle rentre dans son atelier, pour finalement faire un paysage qui n'est pas exactement celui qu'elle a vu, mais celui qu'elle a ressenti, et qui peut parfois être un mélange de plusieurs paysages qu'elle aura vus. Et donc elle recompose mentalement des paysages, mais n'empêche qu'on voit bien qu'à chaque fois, c'est toujours un travail aussi basé sur une couleur qui est là aussi pour rendre des lumières.
parce qu'on voit aussi le contraste entre ces couleurs chaudes, ces couleurs plus froides, et donc surtout, vous avez vu qu'on a des constructions à l'intérieur, et qu'on a aussi une sorte de mouvement, quelque chose qui est assez floral, mais qui va amener à aussi quelque chose d'un peu plus mental. Et donc on est toujours dans ces artistes qui travaillent une lumière, mais qui est une lumière qui est artificielle, qui est travaillée par une palette de couleurs de peinture. Et pour terminer, justement, avec ces artistes qui vont travailler la palette de couleurs pour en faire ressortir de la lumière, un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marc Rothko, et qui va bientôt avoir une exposition donc, à la Fondation Louis Vuitton, une exposition que nous aurions aimé faire, mais qu'on ne peut pas faire, parce que pratiquement toute la production de Rothko est aux États-Unis. Et le transport et les assurances, c'est 2 fois le prix du musée, je pense. Voilà, donc c'est pas du tout envisageable. Et que donc c'est possible pour Monsieur Arnaud, c'est pas possible pour nous. Et donc les prix sont absolument insurmontables aujourd'hui, et qui fait que on va aller quand même à la Fondation Louis Vuitton, parce que ça va être une exposition quand même exceptionnelle. Mais on aurait préféré qu'elle soit ici, mais on peut pas, voilà, on peut pas toujours tout avoir. Et donc on le voit ici, Marc Rothko, qui va travailler également donc des éléments donc pour faire ressortir des lumières intérieures. Il faut aussi donc remettre ça dans un contexte. Il faut penser en fait que ces toiles sont de format assez gigantesque. Okay, ce sont des très grandes toiles. Et donc vous êtes devant et vous êtes comme aspiré par une forme de lumière comme ça, qui est donc une lumière intérieure. Et donc vous avez vu que lui, il va travailler donc des palettes de couleurs avec des transparences de couleurs. Et donc ce type d'œuvre ici, cette partie-là, on a une œuvre de Pierre Soulages qui est en bas, qui date de 67, qui est un peu dans cet état d'esprit-là, avec du bleu et avec du noir comme ça qui paraît être voilé par-dessus. Et donc d'ailleurs Rothko et Soulages se sont rencontrés, ils se sont beaucoup appréciés. Ils se sont rencontrés à New York d'ailleurs, quand Pierre Soulages a fait le voyage aux États-Unis, et donc ils se sont beaucoup appréciés. Et de voir qu'au fur et à mesure que Rothko avance dans la vie, ses couleurs vont s'assombrir au fur et à mesure. Et celle-ci, on est 2 ans avant sa mort ici, et on voit que, vous avez la palette se réduit vraiment à quelque chose de beaucoup plus sombre au fur et à mesure qu'il avance dans la vie. Au départ, on a vraiment des couleurs très claires, très percutantes, et au fur et à mesure, on voit que ça s'assombrit, et que donc c'est une lumière qui devient de plus en plus ténue aussi, et de plus en plus subtile. Et donc vous l'avez ici, donc vous avez eu Black on Wine, donc sur lit de vin en gros, voilà la couleur qui est à l'arrière. Et donc ici vous avez vu aussi ce travail qui est assez magnifique, dont on peut projeter finalement tout un tas de choses dedans. Et donc on passe à autre chose, puisque donc les artistes vont finir par essayer de trouver d'autres manières de jouer la lumière. La lumière, jusqu'alors, je vous l'ai dit, ils le faisaient en la fabriquant finalement, en fabriquant une lumière par donc le contraste entre 2 teintes différentes. Et donc on l'a vu, tous ces artistes qui l'ont fait, à chaque fois c'était toujours ça, c'était une lumière qui était simulée. Et Pierre Soulages va amener une pierre énorme à l'édifice de l'histoire de l'art en amenant autre chose. Alors, je ne pense pas que c'est pas la peine que je vous fasse un cours, je pense, sur Pierre Soulages. Je pense que tout le monde a dû déjà comprendre l'œuvre de Pierre Soulages. Et je voulais donc juste vous mettre un petit reportage où Pierre Soulages parle justement de cette manière de travailler. Et donc, on passe à autre chose, puisque donc les artistes vont finir par essayer de trouver d'autres manières de jouer la lumière. La lumière, jusqu'alors, je vous l'ai dit, ils le faisaient en la fabriquant finalement, en fabriquant une lumière par donc le contraste entre 2 teintes différentes. Et donc on l'a vu, tous ces artistes qui l'ont fait, à chaque fois c'était toujours ça, c'était une lumière qui était simulée. Et Pierre Soulages va amener une pierre énorme à l'édifice de l'histoire de l'art en amenant autre chose. Alors, je ne pense pas que c'est pas la peine que je vous fasse un cours, je pense, sur Pierre Soulages. Je pense que tout le monde a dû déjà comprendre l'œuvre de Pierre Soulages. Et je voulais donc juste vous mettre un petit reportage où Pierre Soulages parle justement de cette manière de travailler. J'utilise la lumière réfléchie dans des états de surface du noir. Le noir, bien sûr, quand on a le noir dans la tête, on dit que c'est pas avec du noir. Mais si on regarde avec des yeux, on s'aperçoit qu'il s'agit d'autre chose. Avec les yeux, on s'aperçoit qu'il y a des reflets, que c'est de la lumière qui varie suivant l'état de surface du noir. Quand le noir est strié, elle a une qualité lumineuse différente de ce qui est à plat. Ma peinture repose là-dessus, sur la lumière qui vient du noir.
Je crois que c'est très important et c'est ce qu'il invite à faire. La lumière est au centre de son travail. Donc si on veut appréhender vraiment la richesse de la texture, il faut absolument apprendre des mouvements devant des œuvres pour qu'on voit justement la lumière se déployer et qu'on comprend que là, donc ça c'est des vidéos que j'ai faites moi-même, je suis désolé, vous allez voir ça bouge un peu parce que j'avais pas de machine exprès pour ça, donc, mais on voit bien encore une fois les changements carrément de couleurs au fur et à mesure qu'on tourne autour et qui part des dorés pour aller au bleuté, pour aller au blanc, pour aller parfois au noir, et que ça donne toujours tout un tas de reliefs, de lumières qui apparaissent et qui disparaissent, mais carrément des couleurs aussi qui apparaissent et qui disparaissent. Et que c'est pour ça que Pierre Soulages finalement a appelé ça un autre mot que simplement des monochromes. Parce que les monochromes, ce sont des œuvres d'une seule couleur. Et c'est vrai que donc Pierre Soulages, il fait des œuvres d'une seule couleur, du noir. Sauf que quand on les regarde, contrairement à un monochrome bleu de Klein, où on voit que du bleu, Pierre Soulages, quand on regarde ses œuvres, on ne voit pas que du noir. Et c'est pour ça qu'il a inventé un mot différent, et ce mot c'est outre-noir. Puisque comme les départements d'outre-mer sont les départements au-delà des mers, outre-noir, au-delà du noir. Et donc Pierre Soulages a inventé ça. Il faut imaginer qu'avant, une œuvre qui se modifie dans le temps et dans l'espace, ça n'existait pas. Il a inventé ça, il amène une pierre énorme à l'édifice de l'histoire de l'art, à lui tout seul. Et que donc il va envisager une lumière en peinture, mais qui est une lumière qui est évolutive. Et surtout qui n'est pas une lumière simulée, mais qui est une lumière réelle. Puisque donc cette fois-ci, il s'agit de réellement de la lumière, quand vous allez voir dessus, et que ce n'est pas une lumière qui est donc imitée, mais c'est une lumière qui est révélée. Et c'est toute la différence, et on comprend que c'est vraiment ce qu'a amené Pierre Soulages à l'édifice. Alors, je ne voulais pas trop parler longtemps de Pierre Soulages, parce que je pense que tout le monde connaît déjà à peu près. Je voulais quand même vous montrer une archive très intéressante, où il est toujours intéressant de voir un peintre à l'ouvrage. Et que ça va vous permettre de comprendre comment est-ce que Pierre Soulages révèle cette lumière. Parce que là où ça devient bluffant, c'est d'imaginer que les toiles que vous avez sous les yeux quand vous les regardez dans le musée, est-ce que Pierre Soulages les a fait dans le musée? Pas du tout. Est-ce qu'il avait la lumière que vous avez eue à ce moment-là? Pas du tout non plus. Et d'imaginer que Pierre Soulages, vous allez voir, il pouvait même continuer à travailler la nuit parfois, il travaillait finalement avec une lumière, mais il ne pouvait pas savoir ce que ça allait devenir ensuite. Parce que ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend de l'endroit où vous allez être. Ça dépend du moment où vous allez venir voir l'œuvre. Et ça dépend aussi de là où vous avez accroché l'œuvre. Et que tous ces paramètres, vous pouvez les modifier. Et que donc, en fait, quand il dit que la lumière est infinie, c'est parce que justement, les paramètres sont presque infinis. Et que donc, on peut révéler plein de lumière. Et donc, je voulais vous montrer cette archive à l'ouvrage. Et que ça va vous permettre de comprendre comment est-ce que Pierre Soulages révèle cette lumière. Parce que là où ça devient bluffant, c'est d'imaginer que les toiles que vous avez sous les yeux quand vous les regardez dans le musée, est-ce que Pierre Soulages les a fait dans le musée? Pas du tout. Est-ce qu'il avait la lumière que vous avez eue à ce moment-là? Pas du tout non plus. Et d'imaginer que Pierre Soulages, vous allez voir, il pouvait même continuer à travailler la nuit parfois, il travaillait finalement avec une lumière, mais il ne pouvait pas savoir ce que ça allait devenir ensuite. Parce que ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend de l'endroit où vous allez être. Ça dépend du moment où vous allez venir voir l'œuvre. Et ça dépend aussi de là où vous avez accroché l'œuvre. Et que tous ces paramètres, vous pouvez les modifier. Et que donc, en fait, quand il dit que la lumière est infinie, c'est parce que justement, les paramètres sont presque infinis. Et que donc, on peut révéler plein de lumière. Et donc, je voulais vous montrer cette archive. Maintenant, je guette. Oui. J'attends d'oser. Et quelquefois, rien ne se produit. Et puis quelquefois, ça commence. Après, toujours un assez long temps de... Je ne peux pas dire que c'est de la réflexion. Peut-être de la concentration, ce serait plus juste. Et vous pouvez remarquer déjà que c'est un travail vraiment solitaire. Pierre Soulages, quand il travaille, il est seul dans son atelier. Et qu'il y a, lui, la toile au sol, et c'est tout. Et alors, le secret, il y a effectivement, c'est pas un secret le moment où il se fait, c'est le moment mystérieux où quelque chose apparaît, qui se met à fonctionner, presque indépendamment de moi, quand je peins. Et ça, je ne l'ai pas prévu. Ça arrive, non pas malgré moi, mais presque malgré moi, presque indépendamment de moi. Et c'est ce moment. Et c'est ce moment où le tableau est fait. Et c'est ce moment que je guette quand je travaille. Et qui quelquefois ne se produit pas. C'est ce qui explique les tableaux que je brûle. Ceux qui ne sont arrivés
à rien qui me touche ou qui m'exalte. Comme archive, vous avez vu, on voit vraiment comment il va révéler la lumière, et cette image, vous avez vu, il fait ce geste, et on voit que on comprend que ça se dévoile, que là il se passe quelque chose, et qu'on comprend que sa manière de travailler est une sorte de saut dans le vide, parce qu'il faut imaginer que quand il commence sa toile, il ne sait pas à quoi ça va ressembler à la fin, et que donc, quand il se lance et qu'il y a sa toile au sol, moi je trouve cette image assez admirable finalement, quand il est seul face à la toile devant, et qu'à un moment donné, il faut se lancer, mais vous ne savez pas où vous allez. Et que c'est quand même, vous savez que vous devez faire un effet lumière, globalement, vous avez donc les outils qu'il doit fabriquer, mais vous ne savez pas ce que ça va donner, et que ça se construit au fur et à mesure, et que c'est quand même un sacré lâcher prise, mine de rien. Et que c'est sans doute plus difficile de faire de l'abstrait que de faire du figuratif. Quand vous faites du figuratif, vous savez à peu près où vous allez. Quand vous faites de l'abstrait, finalement, surtout quand vous ne savez pas à quoi ça va ressembler à la fin, c'est quand même un sacré saut dans le vide. Et donc, on va voir les autres artistes qui ont travaillé la lumière, mais cette fois-ci, donc la lumière, non pas de la peinture, puisqu'on va quitter la peinture, parce que Pierre Soulages, je vous l'ai dit, a inventé ça, et finalement il a mis la main mise là-dessus. Et donc les autres artistes qui vont travailler la lumière vont travailler avec d'autres médiums et d'autres outils. Et donc celui qui va ouvrir la voie, c'est cet artiste que vous verrez prochainement, donc l'été prochain, ici, puisque la prochaine exposition sera consacrée à Lucio Fontana, pour l'été prochain, ça va être une super expo. Et donc on voit que Lucio Fontana est un artiste italien qui a œuvré dans différents domaines et qui à chaque fois a essayé de voir les choses autrement. C'est lui notamment qui a fait ces fameuses toiles qui sont incisées simplement d'un coup de lame et qui donnent un espace justement, une autre lecture. Je vous ferai une visite là, quand l'expo ouvrira, vous aurez tout, le droit à tout ça. Et donc il a travaillé également donc, des ambiances d'espace avec de la lumière noire. Et donc vous avez une photo ici de l'époque, donc où ça a été fait, donc je vous ai mis une photo quand même en couleur, vous puissiez comprendre ce que ça donnait, évidemment. Et donc on rentrait dans un espace, et vous aviez donc une espèce de peinture, qui était donc au plafond, comme ceci, et qui se dévoilait comme ça, et donc avec la lumière noire, je ne sais pas si vous avez déjà cette expérimentation-là, la lumière noire donne une lumière très différente, une perception assez étonnante de l'espace, parce qu'on est un peu perdu, finalement, par rapport à la lumière réelle, et donc pour puissiez comprendre ce que ça donne, j'ai trouvé ici une petite vidéo. Et donc ça donne des couleurs un peu irréelles, la lumière noire. Et ça donne des choses un peu fluo. Et donc vous êtes dans l'espace, vous levez la tête et vous avez donc cette espèce de sculpture-peinture qui se déploie comme ça au-dessus de vous. Et vous tournez donc en dessous et vous la voyez donc se révéler. Et donc ça donne un espace totalement irréel. Et qui va donner donc cet espace tridimensionnel révélé finalement sous un autre aspect. C'est-à-dire que c'est aussi une peinture, parce que ça reste de la peinture qui est mise dessus, mais qui va donc refléter avec la lumière donc, noire au-dessus. Et ça donne donc une peinture, mais qui est déployée dans l'espace, et surtout qui est déployée avec des couleurs par la lumière, et une lumière qui est un peu différente. Et
vous avez également donc un artiste qui a travaillé aussi l'idée de la lumière, avec ici donc des dessins lumineux réalisés par Pablo Picasso. C'est une séance en fait qui va être faite, qui va rester vraiment célèbre donc dans l'histoire de l'art. Et donc ça se passe en 1949. Et donc vous avez un photographe qui s'appelle Guillaume Milly qui va se rendre dans l'atelier de Pierre Soulages pour donc un journal. Pour faire un reportage. Et ce photographe, en fait, a déjà une technique qu'on appelle le light painting. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique, le light painting. En fait, c'est une pose longue, et donc vous avez une lumière, et donc vous l'agitez comme ça, un petit peu, et donc l'appareil va garder la trace du mouvement donc de la lumière. Et c'est comme ça que ça a été fait, ici. C'est-à-dire que là, en fait, Picasso tient une ampoule dans la main, et il va donc dessiner dans l'espace, comme ceci, en faisant son dessin. Alors, là où ça devient complexe, c'est que normalement, ce type de choses se fait dans le noir, pour qu'on puisse garder la trace. Et donc là, c'est assez technique. Parce que donc, il va faire son dessin dans le noir, et au dernier moment, au dernier geste, en fait, vous avez donc Picasso qui doit donc s'arrêter, on allume la lumière une demi-seconde, même moins, pour que finalement, ça révèle la dernière image, sans gommer la trace donc du dessin qu'il a fait au light painting. Vous suivez ? Parfait. Et donc c'est donc très technique, et donc il faut réussir à trouver le bon dosage, et donc ça permet finalement à Picasso de se dévoiler comme ça, de faire son geste comme ça, et de dévoiler une sorte de dessin qui est un dessin qui est révélé, mais qui est un dessin qui est révélé par la technique de ce light painting. Et donc ça permet de faire des dessins qui sont réalisés dans l'espace, et qui est un geste, c'est en fait garder la trace du geste par la lumière. Et donc la technique du light painting va permettre ça, et donc ça va donner ce type de choses que vous allez avoir ici. Guillaume Milly en fait avait avant fait une série où il avait mis en fait des petites lampes sur des patins de patineurs, et qui faisaient donc leur saut, et qui faisaient donc tout ça, et donc ça faisait donc des peintures aussi qui étaient révélées, et donc ça donnait des choses intéressantes, et il avait montré ça à Picasso, et Picasso avait été très intéressé, et c'est comme ça qu'ils ont décidé tous les deux de faire cette série, qui n'était pas prévue au départ, mais qui est un instant finalement, une rencontre entre deux artistes, et qui va donner quelque chose d'assez fabuleux. C'est vrai, quand on regarde ça, c'est assez magnifique, ces sortes de dessins comme ça, qui sont immatériels, et qui sont réalisés par la lumière. Et donc ça va donner une idée à Lucio Fontana, qu'on retrouve ici, de finalement déployer aussi donc ce type de trait comme ça de lumière, sauf que lui, cette fois-ci, là, il ne s'agit pas donc d'un trait de lumière qui est simplement fugace le temps d'une photographie, il va donc les réaliser en dur. Et donc il va utiliser des sortes de tubes néons, qui sont ici, souples, qui va lui permettre de faire ses dessins dans l'espace. Beaucoup d'artistes plus tard ont utilisé ce type de choses-là. Parfois vous avez donc des œuvres dans l'espace public qui sont donc ce type de dessins qui sont déployés comme ça en lumière, et donc on comprend que cette idée de déployer le dessin dans l'espace va donc devenir pérenne, parce que le côté pas pratique du light painting, c'est que déjà c'est simplement un mouvement, et qui se révèle finalement parce que vous le prenez en photo, parce que sinon quand vous le regardez, le trait ne persiste pas, ça n'existe pas. Il persiste simplement parce qu'il est pris par la photographie. Et donc ici, ils vont réussir à révéler cette idée de dessin dans l'espace par la lumière, mais en le rendant finalement pérenne, en le rendant donc en dur. Et donc Lucio Fontana va créer ce type de dessin comme ça pour les rendre dans la réalité, en utilisant donc ce type de procédé. Et évidemment, je vous l'ai dit, ça va intéresser beaucoup d'artistes, cette idée du light painting, et surtout cette idée du dessin déployé dans l'espace. Ici, vous avez donc un artiste contemporain, donc qui s'appelle Konrad Shawcross, et qui va donc dévoiler des sortes de machines à faire du light painting. Et donc, il aime beaucoup donc le bricolage, il aime beaucoup la mécanique, et il va donc fabriquer des machines. Et ces machines donc ont au bout donc des ampoules. Et donc les bras mécaniques font un mouvement qui est un mouvement continu, comme ça, toujours le même, et qui fait que quand vous allez donc le prendre en photo, déjà, quand ça va suffisamment vite, la persistance rétinienne fait que vous voyez finalement une sorte de fil, mais finalement, sinon quand vous le prenez en photographie en pose longue, ça va donner ce type de sculpture, vous avez vu, qu'on a ici, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de volume autour, qui n'existe pas, qui est simplement donc de la lumière, donc qui fait un mouvement particulier, et qui va révéler donc un espace mental de lumière. Et donc il crée une sorte de sculpture accompagnée finalement par cette lumière, et ça donne quelque chose qui est assez intéressant. Et donc ce même artiste, regardez ce qu'il va faire ici,
il va aussi révéler un espace à partir donc d'une machine qui est cette fois-ci plus petite et qui va donc, avec un bras mécanique encore, de transformer finalement la perception de l'espace, parce que vous savez que c'est enfermé dans une sorte de cage de métal. Et regardez ce que ça donne. Vous avez vu que ça fait évoluer l'espace qui est derrière, par les ombres, donc comme ça, et donc ça crée des espaces qui sont parfois paraissent plus grands ou plus petits. Ça transforme finalement l'espace, ça transforme les volumes qu'on va avoir ici, et donc on voit qu'avec la lumière, avec ce système-là, il réussit à chaque fois à produire un espace différent. Ça va être une recherche assez récurrente de tous les artistes qui travaillent avec la lumière. Très souvent, ils vont s'en servir pour modifier le temps et l'espace. Pierre Soulages fait ça aussi avec sa peinture. Lui, c'est le seul à le faire dans le domaine de la peinture. Les autres artistes, finalement, vont aussi travailler, mais avec cette fois-ci une lumière, donc qui est une lumière par les ampoules ici, par les néons. Et on le voit ici encore. Regardez avec Jason Peters, qui est un artiste aussi contemporain, qui est né en 77 et qui lui va travailler avec de la récupération. Et donc c'est des éléments qu'il trouve, qui sont des déchets la plupart du temps. Il essaye de récupérer aussi des déchets qui peuvent venir donc des seaux. Et ce qui fait qu'en fait, il va donc prendre ces seaux, il va donc ensuite les emboîter les uns dans les autres, et ensuite projeter une lumière à l'intérieur. Et par le fait que ce soit translucide, ça crée, en fait, vous avez vu ces espèces de volumes qu'on va avoir ici, qui se déploient dans l'espace, et qui sont, encore une fois, ces seaux translucides, qui sont simplement éclairés de l'intérieur, et qui va révéler donc ces espèces de sculptures qu'on va avoir ici. Et vous avez vu qu'il va s'amuser aussi ici, en mettant donc des seaux de différentes couleurs, des seaux qui sont parfois opaques, parfois qui sont translucides, et ça crée donc ces formes qu'on va avoir ici, qui sont des sortes de serpentins, comme ça, qui occupent parfois l'extérieur. On le voit ici, hein, c'est une œuvre dans l'espace public, mais parfois vous avez vu que ça va habiter un espace. Ici, une salle qui va être remplie par cette espèce de volume qui est donc recréé. Et là, je vous l'ai dit, en fait, là, cette fois-ci, c'est la récupération donc de chaises, comment on appelle, structure de chaises. Okay, il n'y a pas l'assise, mais donc il récupère donc tout le métal ici, et ensuite il crée cette composition avec donc des néons, et donc ça crée cette espèce de sculpture qui est imposée dans l'espace. Et donc on voit que l'idée de la récupération lui permet à chaque fois de recréer des espaces et de leur donner une dimension poétique, alors que ce sont des déchets industriels au départ. Et donc il leur redonne une dimension poétique par la lumière et par la reconstruction. On ne peut pas parler de lumière sans parler de Dan Flavin, Flavine, après au choix, c'est comme vous voulez, moi je prononce à la française, Dan Flavin, qui est un artiste américain, qui travaille lui aussi la lumière, et lui va être un grand fanat du néon. Et ce qu'il faut voir déjà, c'est que pour cette œuvre-là, regardez bien, le tube fluorescent ici, il fait 2,44 m. Je l'ai noté parce que c'est intéressant de le comprendre, parce qu'on imagine un petit néon dans un coin. Il faut imaginer qu'en fait c'est un néon qui prend quand même un grand espace dans donc sur le mur. Et qu'après, vous avez vu que ça va être simplement une présence qui va modeler l'espace. Il commence par ça. Mais après, évidemment, il va aller plus loin que ça, parce qu'on le voit ici, donc ça donne donc cette diagonale qu'on va voir ici. On est en 63. Il faut imaginer, encore une fois, il faut se replacer dans le temps et dans l'espace. Hein. Le néon n'est pas non plus une invention qui est très ancienne, et qui va donc lui permettre ici de faire cet espace avec cette lumière, vous avez vu, un peu vaporeuse, parce que c'est aussi le fait que ça dépasse simplement la lumière donc du tube, et que ça va se déployer un peu sur le mur, et donc ça va, plus vous allez vous éloigner du néon, et plus ça prend une forme, donc plus ça s'assombrit, et ça crée une sorte de volume autour donc de la simple lampe. Et après, il va pousser plus loin avec ce type d'intervention ici, où cette fois-ci il va faire des constructions avec plusieurs néons, et des néons qui sont dans un sens et des néons qui sont dans l'autre sens. Et ce qui fait que vous avez vu qu'on comprend que les néons qui sont ici, qu'on voit simplement de dos, on voit bien qu'ils sont d'un côté vert, de l'autre côté bleu, et ce qui fait que ça éclaire le mur d'en face parce que c'est mis dans un angle. Et donc ça va créer des volumes, encore une fois, de lumière à l'intérieur. Et donc on voit qu'à l'intérieur, selon les lumières qu'il va y avoir, c'est réglé au millimètre, hein, pour que les lumières ne se mélangent pas, pour que ça donne encore une fois, que ça arrive à peu près au bon endroit, pour que ça crée donc ce type de volume. Et donc on a le jeu avec des lumières qui vous arrivent de face et qui vont avoir un impact aussi sur les lumières que vous avez derrière. Parce que quand on vous envoie du jaune ou du rouge donc dans la vue, bah, évidemment ça va avoir un impact sur les couleurs qui sont de l'autre côté.
Et donc ça crée encore une fois des perceptions qui se déplacent et qui se transforment. Et c'est pareil pour celui-ci aussi. Vous avez vu qu'on voit bien que l'angle du mur va être bicolore, lié finalement à la déformation donc de la lumière qui est projetée par les néons. Et donc c'est à nouveau un travail qui permet d'avoir donc une sorte de volume également, qui crée donc cet angle de lumière et qui crée encore une fois ces lumières donc qui transforment l'espace. D'autres artistes plus tard évidemment vont se revendiquer de ce type de choses-là. Et vous avez ici notamment un artiste français qui s'appelle Éric Michel, qui lui va travailler donc ici donc le fluo. Et donc ce sont des plaques de plexiglas sur lesquelles il met une bande fluo autour. Okay, simplement sur le tour. Et ensuite, vous avez un néon qui est au pied ici, et qui va donc éclairer les différentes plaques, et qui vont donc révéler la couleur des plaques simplement par ce qui est autour. Tout le monde suit? Parfait. Et donc ça donne, encore une fois, vous avez vu cette espèce de bibliothèque de lumière que vous allez avoir ici, bibliothèque de couleurs, ça donne des espaces de couleurs qui vont être révélés ici, et qui débordent finalement. Ça déborde, vous avez vu qu'on voit qu'on a le format, mais qu'à chaque fois on a une sorte d'auréole autour, d'aura, comme ça. Et qui fait que ces auras, en plus, vous avez vu, vont se mélanger ce qui est à côté. Et donc ça crée ces espèces de peintures aussi, qui sont donc des volumes de lumière, qui sont posés comme des touches, finalement, comme on le ferait à la peinture. Et donc ça révèle des espaces qui se composent et qui se décomposent, d'autant plus que vous avez vu que c'est fait aussi sur un sol qui va être brillant, et qui va permettre aussi d'avoir un jeu de reflets en dessous. Et donc on voit que la lumière va aussi le reflet de la lumière, et que le fait que la lumière finalement est une lumière diffuse, et que donc la lumière dépasse simplement la source de la lumière. Et qu'à chaque fois ils vont jouer avec le fait que vous avez donc ce halo qui dépasse la source lumineuse. Et ils vont l'exploiter de différentes manières. Avec aussi un autre artiste qui est aussi l'artiste vraiment important, donc avec Dan Flavin à cette période-là, donc dans l'idée du néon. Il s'appelle donc François Morlet, qui est un artiste qui a vraiment été un artiste très important dans le monde de l'art. D'ailleurs, il y a du François Morlet à Rodez, au musée Denis Puech. Au musée Denis Puech, vous savez, sur le côté de la façade, vous avez en fait une œuvre qui a été intégrée, donc qui est ce décalage dans l'architecture. Il était spécialisé aussi dans ce type de décalage, c'est-à-dire que quand vous regardez la façade sur le côté gauche du musée Denis Puech, vous avez un mur qui semble être décalé, c'est-à-dire qu'il a décalé la corniche, comme ça, et ce qui fait que quand on regarde, ça donne une sorte de décalage du bâtiment. Si vous ne l'avez jamais vu, allez le voir, hein, parce que c'est assez intéressant. Je crois qu'ils l'ont restauré, parce qu'il était assez abîmé. Il me semble qu'ils l'ont restauré. Je ne mettrai pas ma main au feu. Et donc, il aimait beaucoup travailler à chaque fois avec l'idée donc des mathématiques. Si vous regardez ici, regardez comment s'appelle l'œuvre. Néon, 0 degré, 45 degrés, 90, 135 degrés. Et à chaque fois, en fait, il faisait des choses avec de l'aléatoire également. C'est-à-dire que quand il produisait des peintures avec des angles, il se référait aussi au hasard, au lancer de dés, par exemple, qui pouvait décider finalement l'angle aussi qui va être déterminé. Et on le voit ici, et ça va donner donc des angles qui vont donc clignoter à certains moments, parce que ce type d'œuvre-là, c'est une œuvre, donc c'est 4 rythmes d'éclairage interférents, c'est-à-dire qu'il y en a un qui s'allume, l'autre qui s'éteint, l'autre qui s'allume, l'autre qui s'éteint, et parfois il y en a 2 qui s'allument en même temps, et surtout vous avez vu qu'il y en a qui sont sur fond noir, il y en a un qui est donc sur fond blanc, et ça crée des interférences lumineuses. Quand vous le regardez, parce qu'en plus ça peut aller parfois donc très lentement, parfois très vite, et donc ça, ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes presque écœuré visuellement, c'est-à-dire que la rétine, à un moment donné, elle a même du mal à suivre. Parce que le fait que ça soit orienté dans un sens ou dans un autre, ça joue aussi sur la perception, sur la persistance rétinienne. Et ce qui fait que dans votre persistance rétinienne, il y a un moment donné où vous voyez en même temps des barres qui sont dans cette orientation-là, mais également dans l'orientation qui est là. Si ces deux-là vont l'une derrière l'autre, vous, visuellement, dans votre rétine, vous voyez des croix. Et donc ça permet de jouer avec la persistance rétinienne, c'est vraiment l'idée de la lumière. Hein. La persistance rétinienne va permettre de créer des volumes que vous allez voir, mais qui n'existent pas dans la réalité. Parce que vos yeux vont les reconstruire. Et donc vous allez construire des espaces qui sont donc, alors, autant dire que quand vous avez le noir et le blanc qui sont ici ensemble, c'est pareil, vous voyez donc une sorte de croisement qui s'opère, mais en plus avec, imaginez que vous avez donc le contraste entre le noir et le blanc, autant dire que là pour la vision c'est compliqué à gérer. Et donc c'est ce qu'il va faire assez régulièrement, il va travailler ce type de choses-là, et il va faire également une œuvre que j'aime beaucoup,
que j'avais vu, il y avait une rétrospective au Centre Pompidou de François Morlet qui était vraiment très intéressante, et on était accueillis dans cette exposition par ça, qui est reflet dans l'eau, donc déformé par les spectateurs. Alors ça, c'est pas le nom de l'œuvre, hein. Donc en fait, il avait un bassin d'eau au sol. Okay, il y avait un bassin d'eau au sol, et donc ensuite au plafond, vous aviez une croix comme ça, enfin un quadrillage de néon. Et ce qui fait que pour rentrer dans la salle d'exposition, on marchait et ça faisait vibrer l'eau. Et donc ce que vous voyez, c'est le reflet donc dans l'eau du quadrillage de néon qui est au-dessus. Et ça le déformait. Et ça le déformait, plus il y avait de monde qui marchait en même temps, plus ça déformait énormément. S'il n'y avait qu'une seule personne, ça déformait pas grand-chose, pas beaucoup. Et donc vous aviez quelque chose qui évoluait comme ça dans le temps, et qui était en plus avec l'interaction des visiteurs. C'était très très beau, c'était très intéressant. Et donc on voit encore une fois cette implication du visiteur a aussi créé donc cette forme-là. Je vous ai mis ici quelque chose qui va vous l'expliquer, justement vous allez le voir un petit peu en réel. Et donc c'était la bande-annonce justement de cette exposition, et donc vous avez vu, ça s'allume, ça s'éteint, et donc ce qui fait que vous rentrez dans un espace, et l'espace se révèle parfois, et il disparaît. Voilà, ça donnait ça. On avait vu, c'était fugace, hein, mais c'est pour que vous puissiez le voir quand même. Et donc après là, c'est tout son travail de peinture, ou de décalage aussi, hein, donc on comprend que c'était cette idée de décaler. Et donc les lumières créent des interférences. Et parfois donc ça crée des sortes de sculptures qui étaient simplement posées dans l'espace. Et donc ça donnait des grands espaces, et comme en plus on avait des perspectives qui étaient intéressantes, ça donnait donc tout ce travail donc de changement du volume. Donc ça passe vite, hein, parce que c'est un teaser. Mais ça vous donne en fait une idée, un aperçu donc du travail donc de François Morlet, et qui était basé sur cette idée donc justement du fait que ça va clignoter aussi, et parfois ça ne clignote pas. Et donc c'est la transformation du temps et de l'espace par la lumière. L'autre artiste avec Dan Flavin et François Morlet à avoir travaillé, ce sont vraiment ces trois artistes-là qui vont finalement révéler le néon à ce moment-là, dans ces années-là. Ils travaillent à peu près tous en même temps, hein. Les œuvres vont dater de 63, 64, 65, et ça, ce sont les trois artistes précurseurs de ce domaine-là. Et donc c'est un artiste qui s'appelle Martial Reis, qui va faire ici une peinture à haute tension, ça s'appelle, puisque donc il va faire de la peinture, c'est un peintre, ce qui va les relever, finalement, avec donc des morceaux de néon. Là, le morceau de néon que vous avez ici, autour des lèvres, était donc plutôt dans les rouges. La photo lui rend pas forcément honneur, mais c'était plutôt dans les rouges, comme ça. Et ça crée quelque chose qui était une sorte de peinture, mais une peinture un peu irréelle. Parce que ça révélait finalement le contour des lèvres par quelque chose qui était en complément, et qui était une forme la grande différence finalement entre Dan Flavin, où lui c'était plutôt lui révéler de l'espace, où François Morlet est plutôt dans l'idée de la science et de la persistance rétinienne, de quelque chose vraiment de l'optique. Lui était vraiment plutôt tourné sur la peinture, et que l'idée ici lui était d'utiliser le néon comme un complément de la peinture. Et c'est ce qu'il faisait ici. Et c'est ce qu'il fait aussi avec ceci, avec cette fois-ci, donc en plus cet hommage qui est rendu aux États-Unis. Donc là, je vous ai mis les deux versions, parce que donc en plus c'était une sorte aussi. Après, lui allait donc dans ce qu'on appelle la figuration narrative, la figuration libre, pardon, qui était l'idée aussi de déconstruire la société de consommation. Et ici, vous avez aussi l'idée du logo américain, l'idée aussi, vous savez, de l'enseigne lumineuse qui clignote. Et donc lui, il a amené ça dans le champ de l'art. Et donc il a créé ici quelque chose qui est à la fois reprend presque, vous avez vu l'idée de la main de la Statue de la Liberté, mais avec aussi cette idée de claquement de doigts, parce que vous avez vu ici, parce que ce qui fait que la lumière, presque on entend du son, finalement. Parce que quand ça clignote, ça fait aussi une sorte de clic et de claque, comme ça, et ce qui fait qu'à chaque fois que ça changeait, que la couleur là apparaissait, ça donnait aussi cette idée presque de son, comme ça, qui arrivait à chaque fois. Et donc ici, il va faire une sorte de peinture qui évolue aussi, puisque donc à chaque changement de couleur, donc de lumière, ça lui permettait de donner une perception différente. On passe cette fois-ci chez les Américains, qui ont créé un groupe qui s'appelle le groupe Light on Space, donc la lumière à l'espace, et qui va chercher à révéler, donc à modifier les espaces par la lumière.
Et donc, vous avez ici une œuvre donc, de Robert Irwin qui crée ici donc, une structure qui est assez intéressante, c'est du plexiglas. C'est une sorte de cercle comme ça, de volume donc en plexiglas, et qui est donc décollé du mur. Il y a simplement un cercle, hein. Et donc il est décollé du mur, et ensuite vous avez vu qu'on a en fait 2 lampes en bas, il y a 2 lampes en haut aussi, avec des angles particuliers qui fait que ça va créer des sortes de reflets, et ce qui fait que vous avez vu qu'on a l'impression de voir finalement c'est pas exactement les ombres, mais c'est en fait une ombre portée qui passe à travers le plexiglas et qui déforme l'espace. Parce que ici vous avez vu que ça donne une forme qui semble être réelle, qui en fait n'est pas du tout réelle, qui est simplement une extension rendue par la lumière. Et donc, tout le monde la suit, parce que moi j'ai du mal à me comprendre, mais si vous avez compris, tout va bien. Et donc ça permet d'avoir donc cette idée au départ de simplement une plaque, comme ça, et d'envoyer donc des lumières, et ensuite de changer la perception qu'on va en avoir, parce que ça va jouer avec les ombres et la lumière. Et donc il va également faire ce type d'œuvre qu'on a ici, où il va donc simplement dérouler un grand canevas, une grande toile, comme ça, qui est translucide, à travers l'espace, et vous avez après au bout une fenêtre, et évidemment quand vous rentrez dans l'espace, dans cette salle-là, ça révèle des endroits différents, parce que ça donne des endroits selon l'angle où ça va devenir plus ou moins opaque. Quand vous êtes de profil, on voit finalement très bien le tissu, mais quand vous êtes en face, presque on voit à travers, et donc ça donne encore une fois des espaces qui deviennent plus ou moins petits ou plus ou moins grands, et donc ça c'est ce qu'il fait en 77, mais vous allez voir qu'il va le refaire beaucoup plus tard, ça va vous permettre de bien comprendre encore mieux, parce que là on le comprend nettement mieux avec celui-ci, où là aussi vous avez vu que vous avez un espace dans lequel il va tirer donc des grandes parois de tissu translucide. Et on voit bien comment ça déforme l'espace, et comment ça déforme l'espace en fonction de la lumière naturelle. Parce que vous avez donc la lumière du matin jusqu'au soir, et qu'avec les fenêtres qui sont de chaque côté, ça va créer un jeu d'ombre, un jeu surtout de reflets de la lumière, qui va donc s'imprimer sur les volumes ici, qui sont des volumes translucides. Et ce que vous avez ici, donc vous avez à chaque fois donc la lumière qui transparaît par les fenêtres. Et donc ça crée une ambiance lumineuse, qui est l'ambiance naturelle, l'ambiance du jour, qui après vous allez donner en plus des jeux de couleurs assez intéressants. Ça, moi quand j'ai regardé ça, je me suis dit, on n'est pas loin finalement de l'idée aussi des vitraux de Conques, qui vont révéler la lumière aussi également de la journée. Parce que justement, là aussi, Pierre Soulages a inventé ce verre translucide, et non transparent, qui fait qu'on va y voir la couleur de la lumière, et que ça nous montre que la lumière n'a pas la même couleur toute la journée. Simplement pour regarder ce type d'œuvre-là, et pour regarder aussi les vitraux de Conques, il faut y rester toute la journée, pour en profiter pleinement. Mais en fait, sinon, c'est aussi pour ça que la plupart du temps, il y a certains visiteurs qui, parfois, ils reviennent de Conques, qui disent ah, on n'a rien compris, on a vu un truc tout blanc, ça sert à rien, on pensait que c'était en travaux même et tout. Et après, on leur explique et on leur montre justement, parce qu'on a une tablette dans le musée qui est très intéressante, où on voit un petit film qui montre la lumière dans les vitraux en une journée. Et du matin jusqu'au soir, et d'un seul coup, ils comprennent qu'effectivement, il faut soit y rester longtemps, soit comme pour le musée, pour voir les peintures. Ça, c'est le côté rentable du musée. Il faut y venir, y revenir encore, évidemment, pour le voir avec plein de lumières très différentes. Parce que si vous venez le matin, l'après-midi ou le soir, c'est pas du tout la même chose. Et l'autre artiste donc qui fait partie de ce courant, qui s'appelle James Turrell, qui est un artiste que j'adore, mais vraiment, dès que je peux voir du James Turrell, j'y vais, parce que c'est très intéressant, parce que là aussi c'est jouer sur la perception d'un espace, et donc là en fait il projette de la lumière, simplement. Et donc il le projette dans un angle, et donc la lumière qui va être projetée, simplement elle est cadrée, pour donner un espace, qui fait que vous avez vu que ça donne presque des volumes, hein. On a l'impression d'avoir une sorte de volume comme ça, qui est un volume qui semble habiter un espace, qui est en fait creux, hein, parce que finalement, même on ne sait plus finalement si c'est en suspension dans un espace, si c'est en volume ou pas, et c'est simplement une lumière qui est donc projetée dans un angle, et qui va donc révéler un espace, et donc il le fait avec différentes couleurs, parce qu'aussi ça peut changer de couleur à certains moments, et ce qui fait que là aussi on va avoir des perceptions qui vont varier, parce qu'en fonction de la couleur, ça donne aussi des volumes et des rendus différents. Cet artiste, James Turrell, a fait des œuvres qui sont hyper intéressantes, mais parfois pour les musées c'est un peu compliqué à gérer. Je vous raconte ma vie, hein, tant pis pour vous, vous êtes là, donc je vous prends en otage. Donc en fait, je travaillais au départ à Villeurbanne, à l'Institut d'Art Contemporain, c'est là où j'ai commencé ma carrière, et les premières expositions que j'ai faites, c'était justement sur James Turrell.
Et dans les salles, il y avait donc une sorte de structure en bois dans lequel on pouvait donc rentrer, mais on ne pouvait rentrer qu'à 3 personnes à la fois. Et donc on rentrait à 3 personnes à la fois et vous rentrez dans le noir complet dans cet espace-là. Donc en gros, nous on avait on devait faire rentrer les gens à l'intérieur parce qu'il y en a plein qui flippaient un peu, et donc on les amenait jusqu'à il y avait un petit circuit qui était comme ça pour que finalement on ne puisse pas voir la lumière du jour à l'intérieur. Et à l'intérieur il y avait 3 chaises et donc on devait asseoir les gens sur les chaises. Et ensuite vous étiez assis ici et vous étiez dans le noir complet. Et au bout de 7 minutes, vous commenciez à percevoir que vous n'étiez pas dans le noir, mais qu'il y avait une ampoule à ultra basse intensité, qui fait qu'au fur et à mesure que vos yeux vont s'habituer au noir, d'un seul coup, vous allez commencer à voir la pièce se révéler. Et c'était très intéressant, et au bout de 12 minutes, vous aviez l'impression d'être presque en plein jour. Parce que vos yeux étaient habitués, et donc ils arrivaient à percevoir finalement le peu d'intensité qui était donc à l'intérieur, donc qui était diffusé par cette ampoule-là. C'est génial, c'est une expérience géniale à faire. Mais il n'y a que 3 personnes toutes les 12 minutes. C'est là où c'est compliqué. Parce que tout le monde a envie de le faire et tout ça, et donc ça fait partie des œuvres qui sont absolument géniales, parce que c'est une perception vraiment très étonnante, parce qu'on comprend finalement, encore une fois, c'est de l'optique, tout simplement, et donc on comprend comment ça fonctionne. C'est absolument génial, sauf que, évidemment, c'est pas pratique pour un musée à gérer. Parce que là, les agents d'accueil et de surveillance, autant dire que c'est compliqué à gérer. Et James Turrell va aller plus loin, parce qu'ici je vous montre cette fois-ci une œuvre de 2013, celle que je vous ai montrée avant, elle datait des années 60-70, et donc là on est en 2013, et là on est passé à une échelle supérieure. Parce que là on est à l'échelle carrément d'architecture complète, de salle entière. Et donc on voit qu'il va modifier l'espace, et ce qui fait que vous avez vu qu'on ne sait plus vraiment où sont les murs, on ne sait plus vraiment. Alors les gens qui vont dans ce type d'espace-là, à un moment donné ils sont comme ça, parce qu'ils sont complètement perdus dans l'espace, parce que ça prend, on ne sait plus si réellement c'est un mur, on ne sait pas si simplement c'est un espace lumineux, et ce qui fait qu'on peut être complètement désorienté dans ce type de choses-là. Et vous voyez des gens qui apparaissent, qui disparaissent, parce que là vous comprenez que si vous avez vu qu'on a ça, c'est simplement donc un encadré, et qui fait qu'à l'intérieur la salle est plus grande. Mais sauf que quand vous arrivez devant, vous avez l'impression que c'est simplement l'espace qui est circulaire comme ceci. Parce que les lumières qui sont utilisées, parce que les couleurs qui sont utilisées vont modifier notre perception de l'espace. Le dernier artiste qui fait partie donc de ce groupement-là, il s'appelle cette fois-ci donc Douglas Wheeler, et lui va aussi travailler cette idée donc de perception de l'espace. Et donc à partir donc de néon à nouveau. Et ici vous avez vu qu'on a cette espèce d'encadré où lui il va jouer sur une lumière assez brutale, assez crue, qui fait que finalement ça aveugle. Et ce qui fait qu'on a du mal à percevoir. Vous avez vu que la sensation que ça donne, on a l'impression de quelque chose qui est presque irréel, qui est encore une fois presque impalpable, et qui fait que ça va aveugler. Donc ça c'est le type d'œuvre qu'il fait donc dans les années 70. Vous avez compris qu'au fur et à mesure, ça donne des éléments encore plus, souvent ils vont donner des éléments plus importants plus tard. Au départ quand ils commencent, ils font plutôt des petits formats, ils font avec peu de moyens, et au fur et à mesure évidemment de leur succès, ça va donner donc des espaces toujours plus grands. Et ici, vous avez vu que c'est pareil, on a cette espèce d'encadré qu'on a ici. Le secret, c'est que cette fois-ci, les néons ne sont pas accrochés à l'angle du mur. C'est-à-dire que, alors pareil pour ceux qui sont sur la technique, là, ils ont beaucoup de boulot. Parce que donc, les néons sont mis donc dans l'encadrement donc de l'espace. Et après, l'équipe technique est obligée de construire une boîte intérieure plus petite. C'est comme si en fait, je vais essayer de vous faire comprendre. Vous avez ici des néons qui sont mis ici, ok, tout le tour là, ok. Et après, donc les techniciens vont construire un mur qui sera à peu près de cet espace-là, écarté du mur, pour que finalement on ne voit pas les néons, ok. Mais ce qu'on va voir encore une fois, c'est cette lumière, et surtout, on va voir aussi le décalage. Vous avez vu que ça fait plus sombre à un endroit, parce qu'en fait, ici, ce qu'on voit ici, c'est le faux mur finalement. Et donc ça crée un espace qui est encore une fois un peu décalé. Vous avez compris ? Oui. Et donc ça va donner des espaces, encore une fois, on est complètement perdu, parce qu'on n'arrive même plus à voir si c'est un mur qui est derrière. Et que parfois d'ailleurs, il a réussi à faire l'exploit que derrière ce n'est pas un mur. Derrière c'est une autre salle. Et que là, justement, on ne sait pas réellement si derrière c'est un mur ou si c'est une autre salle.
Et donc parfois c'est un mur, et parfois c'est une autre salle. Et donc ça, c'est exactement, c'est pareil, ça fait toujours partie de ces œuvres où les gens avancent doucement comme ça. Et l'autre artiste que j'aime beaucoup également, c'est pareil, si vous avez l'occasion, c'est des expériences à faire, hein, c'est très intéressant. Un artiste qui s'appelle Anthony McCall, qui donc fait partie de cette même génération. Lui, il était aussi féru de cinéma. Et il va faire du cinéma expérimental. Mais c'est un cinéma tellement expérimental que ça ne sera plus réellement du cinéma et qu'il va finalement créer autre chose. En fait, il va être fasciné, donc quand il va aller au cinéma, par le faisceau lumineux. Quand on est dans une salle comme ici, vous savez, quand on présente un film, alors là on le voit un petit peu, si vous regardez, si vous levez la tête, on voit ici le faisceau lumineux qui est au-dessus de votre tête. Et à cette époque-là, on pouvait fumer dans les cinémas. Et que donc ça révélait une sorte de volute, comme ça. Et il va voir ce qu'il peut tirer de ça. Et donc il va commencer à faire il va prendre une pellicule et il va faire un trait au blanco, image par image. Et ce trait qu'ensuite il va faire évoluer, donc image par image, et donc ce qui fait qu'il va ensuite le projeter. On voit ici, vous avez vu que là, donc au départ c'est simplement une ligne, hein, parce que évidemment c'est beaucoup de temps. Au fur et à mesure que le numérique va arriver, il va pouvoir faire des choses évidemment plus complexes. Et donc celle-ci date de 73, et donc imaginez que ça, c'est donc dessiné directement, enfin pas indirectement, sur la pellicule, et ensuite c'est projeté, et c'est projeté dans un espace où on va envoyer de la fumée. Pour que vous puissiez comprendre encore mieux, Blind is Grammicane is 30 minutes long. It's a 16mm film, so it's projected, a film projector. We have the projector at one end of the space. What happens? Et donc c'est un projecteur à l'ancienne, hein, vous avez vu. Light that runs through space from the projector to the wall. The image on the wall at that point is just a dot of white light. That dot on the wall gradually traces a circle, leaving a trail behind. Et donc là vous avez le trait qui est envoyé sur le mur, et en fait ce qui va être surtout intéressant, c'est pas tant ce qui est projeté sur le mur, c'est ce qu'il va y avoir entre le projecteur et le mur. Qui va donc, cette lumière solide, vous avez vu, ça révèle une sorte de lumière solide, comme ça, dans lequel en fait les visiteurs peuvent rentrer. Et donc en mettant, donc regardez les mains à l'intérieur, ça donne quelque chose de très intéressant, parce qu'on a vraiment l'impression de toucher la lumière, de toucher un volume, et que ça donne vraiment cet espace qui est modifié. Et c'est une autre manière d'envisager le cinéma. Et le cinéma, surtout, en fait, comme Pierre Soulages a inventé la peinture, où la peinture se joue autant entre la toile et celui qui regarde la toile, bah lui c'est pareil, c'est en fait surtout, c'est pas tant ce qu'il y a sur l'écran, c'est surtout ce qu'il y a entre l'écran et le visiteur. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, il y en a assez régulièrement parce que ça marche assez fort. Il y a beaucoup. Ça a été à Toulouse au musée des Jacobins pendant un temps. Et donc ici d'autres artistes qui vont travailler avec ce type de choses-là. Et cette fois-ci on est dans le plus contemporain. À chaque fois je vous mets donc les artistes d'origine en gros, puis les artistes contemporains qui vont aller dans cette suite. Et là on voit encore une fois, vous avez vu cette manière de travailler donc dans l'espace et de révéler finalement donc quelque chose de pérenne cette fois-ci, parce que lui il travaillait avec la fibre optique. Et donc ce sont des fils donc, dans lesquels sont envoyées une lumière, en gros, donc des fibres optiques, qui vont donc créer un espace dans lequel on peut donc évoluer. Et on voit que ça transforme l'espace, vous avez vu ici, ça transforme vraiment cette sensation de l'espace. Alors, on va passer carrément à l'étage supérieur, où là on est vraiment dans le très contemporain, parce que cette fois-ci, vous avez un artiste qui va être aussi influencé par l'idée du numérique, du monde numérique. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Matrix, qui parle en fait d'un monde où on vit tous dans un monde qui est un monde irréel, qui est un monde informatique. Et le monde informatique, finalement, c'est des petits points verts, c'est des 1 et des 0, et donc ici, vous avez vu qu'on a l'impression d'être dans un espace qui est l'espace, finalement, qui est décomposé, comme si on vivait dans un monde virtuel. Et vous puissiez comprendre encore mieux, ici. Parce qu'en plus, vous avez vu que les LED qui sont accrochés aussi, bah, ça donne, ils sont en mouvement aussi, vous avez vu. Et donc les lumières sont en mouvement, enfin pas les LED, eux sont pas en mouvement, c'est la lumière qui est donc elle en mouvement.
l'effet est vraiment assez réussi. On a vraiment l'impression d'être dans un monde parallèle, d'être dans un monde de l'informatique. Là, on y rentre pas. Si on peut y rentrer, vous allez voir, il y a des gens qui sont à l'intérieur. Faut juste faire attention aux fils qui sont pendus du sol au plafond. Là, c'est pareil, les gardiens de salle, ils doivent passer des mauvais moments. Ça repose complètement, ça recompose complètement l'espace. Hein. Il va également faire donc ce type d'œuvre-là, parce qu'il va étudier finalement le spectre de la lumière, il va étudier la lumière, lui aussi est proche de la science hein, réellement, et donc ici, il va donc prendre un tuyau qu'il va percer plein de petits trous pour créer une sorte de brume. Et la brume va donc écouler, le tuyau va écouler cette espèce de brume, et ensuite en envoyant un projecteur à l'intérieur, ça va révéler le spectre de lumière, comme vous l'avez ici, qui est donc la lumière qui est fragmentée, diffractée par le projecteur donc dans l'eau. Et donc, ça donne ce type d'effet-là, parce qu'évidemment, on voit en plus l'eau qui coule. Hein. Et donc, vous avez une espèce de sculpture, pareil, de lumière, qui est là, et qui apparaît, et qui disparaît. Et dans ce type de choses-là, vous pouvez aussi rentrer à l'intérieur. Donc, vous pouvez traverser, si vous en avez envie, cet espace. En plus, après, c'est une sorte de brumisateur. Vous ne sortez pas trempé. Hein. C'est vraiment, vous êtes à peine humide, hein, vraiment. C'est vraiment cette idée, encore une fois, de travailler cette lumière-là et de donner donc ces éléments. Et il a également fait, donc lui, quand je vous dis que c'est vraiment de la science, on est vraiment dans quelque chose de la science ici. Parce que donc, il va, je vous ai mis en fait pour que vous puissiez comprendre. Vous avez vu ici, on a l'impression que c'est en noir et blanc. Et c'est pas du tout en noir et blanc. C'est un jeu de lumière. Parce que si vous regardez ici, on le voit, quand vous l'éclairez qu'avec le jaune, ça gobe finalement toutes les couleurs, avec ce jaune particulier là. Et après, vous avez vu que quand il allume finalement une autre lampe, d'un seul coup, ça révèle les lumières. Et donc cette salle d'exposition n'était éclairée qu'avec la lumière jaune du haut là. Et ce qui fait que quand vous étiez dans cet espace-là, vous avez eu l'impression d'être dans un monde en sépia. Ça gommait toutes les couleurs, et vous rentrez dans un monde parallèle, à nouveau, on rentrait dans cet espace-là, où d'un seul coup, vous regardiez, vous avez l'impression d'être en noir et blanc. Et c'était très intéressant, c'est une expérience vraiment très bizarre. Parce que on a du mal à imaginer que simplement une couleur va changer toute notre perception, justement, des couleurs. Et donc ici, vous rentrez dans un monde qui est un monde, encore une fois, complètement parallèle, où notre vision était complètement faussée. Et donc, Olafur Eliasson est vraiment spécialisé là-dedans, il étudie ça, il étudie les différentes possibilités des lumières, on est vraiment dans la science qui après va venir dans le monde de l'art. Avec ici un autre artiste, donc Berdaghe Péju, et ce sera un couple d'artistes qui va travailler également donc la lumière, et la lumière comme ce sont des architectes au départ. Et ici, ils vont créer un espace qui est une sorte d'espace de bien-être, et donc vous avez une sorte de dôme, ici en plexiglas, avec une ampoule au milieu, et ensuite c'est le fil électrique donc qui va éclairer l'ampoule qui est enroulée autour, sur 3 mètres de largeur. Donc il faut un sacré paquet de fils. Hein. Et donc il faut un fil très très long, et après donc vous avez vu que les gens peuvent aller dessus, et ça devient une sorte de foyer, tout simplement, parce qu'en plus vous aviez la chaleur donc, qui était émise par l'ampoule, par le plexiglas, et vous étiez donc assis dans cet espace-là, et un espace qui est finalement très artificiel devenait une sorte d'espace presque primaire. Parce qu'on retrouve cette idée presque d'être autour du feu, autour du foyer. Et donc c'est ce qu'ils ont travaillé ici, avec ce décalage temporel. Parler aussi ici de Anne-Veronica Jensens, qui elle aussi va travailler, donc elle aussi, l'artiste plutôt plus contemporaine, qui elle aussi travaille la lumière, aussi les espaces. À nouveau on retrouve ici une espèce de fumée qui est envoyée aussi. Et elle va ensuite utiliser des spots de couleurs
qui vont donc être projetés ici. Je crois que j'ai mis juste derrière, ça vous permettra de comprendre. Oui, voilà. On voit très bien ici comment ça fonctionne. Vous avez vu, les spots ne sont pas dirigés, ils sont dirigés un petit peu en biais. Et ce qui fait que ça crée une étoile, comme vous l'avez ici, qui devient une sorte de peinture également, une sorte de sculpture, mais tout ça est totalement immatériel. Et elle va également donc aller plus loin, parce que après ça va carrément aller à l'échelle d'une pièce entière, dans laquelle elle va envoyer une espèce de brume lumineuse, qui va en plus changer de couleur. Alors, vous allez voir en fait deux jeunes filles qui ont participé donc à cette exposition-là. Elles sont allées visiter l'exposition, et j'ai trouvé que leur vidéo était assez intéressante, parce qu'on va vraiment sentir l'ambiance. Et donc c'est toujours dans la même pièce, et il faut comprendre qu'en fait la lumière change au fur et à mesure. Donc là c'est montré en coupé, mais donc il faut imaginer qu'en fait la lumière évolue au fur et à mesure donc que vous êtes à l'intérieur. C'est un peu fort, c'est pour ça que je coupe. Mais en fait vous avez compris le principe. Donc en fait vous rentrez dans un espace, et dans un espace où la lumière est opaque. Et donc vous avancez dans cet espace-là en ne voyant pas à 1 mètre, hein, réellement. Et donc d'un seul coup, vous commencez à voir apparaître des gens un peu comme des fantômes sur les côtés, comme ça. En plus, la lumière évolue, et donc vous êtes dans un monde encore une fois parallèle, où la lumière n'est plus la même couleur que d'habitude. Et donc vous êtes dans un espace où la lumière devient presque opaque. Et donc ça crée ces espaces. Alors c'est pareil, hein, il y a plein de gens qui avancent comme ça. Surtout que quand vous rentrez dans cet espace-là, c'est une salle qui est énorme. C'est à peu près la salle, au moins la salle 6, la salle des grandes peintures du musée. Ici. Donc c'est une salle qui est énorme, et on vous fait rentrer dans un endroit et vous ne savez pas où est la sortie. Et donc vous pouvez errer comme ça, effectivement, il y a toujours un moment donné où on avance comme ça, parce que finalement quand on va assez vite, étant donné que les gens sont à moins d'1 mètre avant qu'on les voit, en plus il peut y avoir quelques accidents, et donc en fait vous êtes perdu dans un espace qui est complètement lumineux, et vous devez essayer de trouver la sortie, et donc ça révèle encore une fois des éléments différents. J'ai bientôt terminé, hein, je vous libère après. Parce que je voulais vous parler aussi de cet artiste japonais, cette fois-ci, qui va travailler donc cette fois-ci avec le cristal que vous avez ici, qui là aussi, après, une lumière est envoyée ici, et donc on voit que ça va fragmenter la lumière toujours. Donc on est dans l'héritage aussi de ce qu'on a vu, hein, donc de tous ces artistes qui vont travailler quelque chose aussi de presque scientifique. Il me reste simplement 2 artistes, je voudrais aller ici plus vite, avec 2 artistes pour terminer, parce que je ne pouvais pas parler de la lumière sans parler aussi de ces artistes qui vont travailler une lumière cette fois-ci donc numérique. Et donc on est parlé ici de cette fois-ci de Miguel Chevalier. Miguel Chevalier qui est un artiste qu'on a présenté ici à l'occasion donc des 100 ans de Pierre Soulages. On a eu une exposition qui s'appelait Pixel Noir Lumière, et qui était en fait une œuvre interactive. On lui envoyait donc tout un programme donc interactif qui était projeté, et quand je parlais interactif, vous allez voir que c'est réellement ça. Donc j'ai mis autre chose que ce qu'il y a eu dans le musée, parce que ce qu'il y a eu dans le musée, normalement vous l'avez vu. Donc vous allez voir. Et donc vous voyez qu'en fait quand vous avancez, ça va avoir une implication sur donc, ce qui est envoyé par le projecteur. Donc en temps réel, il y a des caméras qui captent les mouvements, et qui vont donc envoyer ça à un algorithme qui modifie dans l'image en fonction de ça. Et ce qui fait que les déplacements se font. Vous avez vu que donc, le déplacement du visiteur va avoir une implication dans ce qui est projeté. Et donc vous êtes dans un univers où en plus les images donc, sont envoyées de manière aléatoire, et en plus avec ce mode aléatoire, vous avez aussi toute l'implication donc, du mouvement du visiteur. Et donc là on est vraiment dans l'utilisation de la lumière, mais au niveau très contemporain, au niveau très technologique. Et c'est vrai que c'est assez remarquable, hein, pour ceux qui ont eu cette expérimentation-là. On rentrait vraiment dans un espace et on se laissait prendre en fait à modifier l'espace. C'est presque, on devient démiurge, on devient une sorte de dieu comme ça. On fabrique finalement, encore une fois, l'œuvre en parallèle. Et pour terminer, je voulais vous parler aussi de cet artiste-là, qui est également une artiste qui est un peu plus jeune, hein, donc c'est la génération d'après, donc Miguel Chevalier, qui est une artiste cette fois-ci anglaise, et donc qui crée également des univers numériques.
elle aussi avec des LED cette fois-ci, des sortes de rideaux de LED sur lesquels elle envoie donc les images. Et les images sont ensuite aussi donc avec l'implication des visiteurs. Là où ça devient intéressant, c'est que vous savez que ça s'appelle donc on est tous faits avec de la lumière. Et donc quand vous rentrez dans l'espace, pareil, il y a des caméras qui captent ici et qui va donc transformer l'image en temps réel. Sauf qu'après, si vous dites quand vous sortez de la salle, bah, ça garde une trace quelque part de votre passage. Et donc au départ, il n'y a que quelques personnes donc, qui ont une sorte de spectre qui sera là, et donc vous avez des endroits qui sont donc des formes immédiates. Puis après, au fond, enfin, il reste encore une fois les passages des personnes qui sont passées avant, et donc ça donne encore une fois une sorte de persistance, aussi une sorte de création comme ça qui se fait dans le temps. Et regardez ici. Et donc c'était assez court, hein, mais c'était juste pour que vous puissiez comprendre, parce qu'il n'y a pas besoin de faire de longs discours pour ça. Vous comprenez qu'en fait ça évolue au fur et à mesure que vous avancez, et après vous avez vu qu'il y a plusieurs couches qui se font, les unes derrière les autres, et il y a celle qui sera vers le fond, qui va être conservée, et qui va continuer à flotter pendant que d'autres personnes vont arriver devant, et donc vous n'êtes plus là, mais vous êtes quand même présent, parce que vous êtes passé par là. Et donc c'est quand même assez intéressant aussi cette démarche, et j'espère que vous avez compris que tous ces artistes qui ont travaillé la lumière, l'ont travaillé avec plein de visions différentes. Il y a ceux qui sont vraiment dans quelque chose de presque scientifique, l'idée de la lumière, de la décomposition de la lumière. Il y a ceux qui vont jouer dans quelque chose qui est plus pictural, Dan Flavin notamment, ou d'autres artistes qui travaillent avec quelque chose où ils vont révéler des couleurs et des espaces, et aussi donc tous ceux qui vont travailler à simplement encore une fois l'idée de la vision. Et après vous avez Pierre Soulages qui lui a vraiment encore une fois fait quelque chose à part. J'espère que vous avez apprécié donc cette présentation. J'ai essayé de vous faire un panel assez large pour que vous puissiez voir que les artistes se sont attaqués à la lumière sous différents spectres justement de lumière, et que ça permet de voir comment est-ce qu'il y a une forme aussi de dynamisme dans comment dire ça, comment je vais finir ça, dans ce domaine-là. Je ne vais pas forcer. Hein. Merci à vous.